Merci de nous recevoir chez vous avec ce rendez-vous télévisuel du gouvernement où nous recevons, comme d'habitude, en multivision sur les chaînes de télévision du Bénin, la ministre de l'économie numérique et de la communication, Rafiatou Morou. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Eh bien, vous avez un gros défi devant vous, c'est faire du Bénin la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest. Telle est l'ambition, en tout cas affichée par le gouvernement, et que vous, la spécialiste des télécommunications, vous êtes appelé dans le gouvernement à réussir. C'est un gros fardeau que vous portez sur vos épaules en tant que spécialiste, mais pour l'heure, l'état des lieux n'est visiblement pas très reluisant. En témoignent les grognes des utilisateurs finaux et des associations de consommateurs sur la qualité des services numériques livrés au Bénin. Mais au-delà de l'état des lieux qui fera l'objet de nos échanges, nous allons interroger Rafiatou Morou, bien évidemment, sur bien d'autres sujets, n'est-ce pas? Landry Salanon, mon confrère de Canal 3, et Fortune Roulefa, mon confrère de TV Carrefour, au prénom plein de promesses, avec qui je vais co-officier ce plateau. Bonjour Osia, c'est bien. Bien d'autres sujets passeront à la loupe. Les réformes et projets engagés dans la sphère du numérique, une ambition contenue dans le programme d'action du gouvernement. Avec la ministre, nous allons aussi et surtout scruter l'horizon. On va ouvrir des perspectives. Au-delà de ces préoccupations, Madame le ministre, les Béninois ont aussi envie de savoir ce qui a été fait depuis un an que vous êtes à la tête du ministère de l'économie numérique et de la communication. Quelles sont les actions qui ont été posées pour trouver des solutions à leurs abondantes préoccupations? C'est aussi un sujet qui fera l'objet de nos échanges aux IAS. Ouais, le bilan d'un an de mise en œuvre de réformes et puis les impacts, on va en parler sans doute vers la fin de notre plateau. Mais si on commençait déjà par l'état des lieux par le prisme en fait du ressenti des utilisateurs finaux, comme je l'ai indiqué. Cela vous a amené il y a 2 mois environ, en février, à sortir de votre silence pour faire des remontrances, sermonner un peu les opérateurs GSM et les fournisseurs d'accès Internet au Bénin. Pourtant, nous avons la fibre optique, une puissante infrastructure d'accès aux services numériques. Madame la ministre, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes conviée à un devoir de vérité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de me recevoir ce jour. Vous avez raison. L'économie numérique au Bénin, c'est un grand chantier. Nous avons, à notre arrivée, en avril 2016, nous avons fait l'état des lieux parce que le chef de l'État a mis la barre très haute pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Et vous savez bien que tout ce qui concerne les télécommunications, les communications en général, constitue un élément essentiel aujourd'hui du quotidien de chaque Béninois. Aujourd'hui, l'économie numérique est considérée un peu partout sur la planète comme un levier important de croissance économique. Absolument, monsieur le journaliste, absolument. Et c'est ce que nous allons faire aussi au Bénin. Nous avons l'objectif d'utiliser l'économie numérique comme un levier, comme un catalyseur pour susciter la croissance dans tous les autres secteurs de notre économie. Mais l'état des lieux que nous avons eu à faire nous a prouvé qu'il y avait du travail à faire. Parce que nous sommes venus trouver un secteur dans lequel, disons, il y a très peu d'investissements, alors que les télécommunications, l'économie numérique, il faut beaucoup d'investissements. C'est un secteur où il y a beaucoup de changements, presque tout le temps. Donc, il faut investir. Alors qu'au Bénin, en 2016, quand on arrivait, l'état des lieux nous a montré qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de services innovants, les services fournis sont dégradés, les infrastructures essentielles, vous avez tout à l'heure parlé du câble sous-marin, ne sont pas utilisées à bon escient. On n'a pas optimisé l'utilisation même des infrastructures que nous avons. Sur le territoire, les liaisons sont sous-dimensionnées, ce qui nous a fait dire que c'est vrai, l'objectif
nous allons l'atteindre, mais il faut très tôt s'attaquer au travail. Vous avez parlé des GSM, c'est vrai, c'est un tout. Il n'y a pas que les GSM. C'est tout le secteur des télécoms qu'il faut faire avancer au Bénin pour que ça puisse véritablement servir de levier et générer la croissance, aider à jouer son rôle transversal au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'éducation, au niveau du commerce. Donc, c'est ce que je peux dire. Nous allons parler des GSM, c'est un sujet au cœur de la polémique. Quelle couleur donneriez-vous au tableau que vous êtes venu voir à votre arrivée à la tête de ce ministère, un ministère qui a changé entre-temps de dénomination, c'est passé au ministère de l'économie numérique et de la communication, ce qui dénote du fait que vous avez envie de faire un focus sur le numérique, sur la réussite de ce secteur-là. Quelle serait votre couleur? Noire? Ou grise? Pas noir. Pas noir, mais on va dire il faut vraiment du travail. C'est pas totalement noir, mais ce n'est pas satisfaisant. Madame la ministre, oui, nous allons... faut du travail, et beaucoup de travail. Je vois que vous accentuez la formule, en tout cas votre intervention sur la question des efforts apparemment gigantesques à mener. À quel niveau? Est-ce que c'est au niveau des infrastructures? Est-ce que c'est au niveau des compétences des hommes, des structures qui ne sont pas adaptées à cette ambition au service numérique qu'annoncent à grand renfort de promesses les GSM, comme dans un monde magnifique du numérique au Bénin? Merci bien. Ce que nous avons trouvé, c'est ce que nous avons appelé le paradoxe béninois. Ah, c'est-à-dire justement. C'est un secteur où on a plein d'opérateurs, on a 5 opérateurs GSM par exemple, mais il n'y a pas de compétition. Logiquement, lorsque nous avons plein d'opérateurs comme ça, pour à peine 12 millions d'habitants, on a 5 opérateurs. Normalement, c'était une compétition vraiment avérée qu'on devait ressentir. C'était des offres innovantes qu'on devrait ressentir. C'était vraiment la course aux investissements pour toujours être à la hauteur de drainer des abonnés sur son réseau qu'on devrait. Mais le paradoxe, il y a plein d'opérateurs, mais il n'y a rien comme offre innovante. Qu'est-ce qui peut expliquer ce manque de concurrence, ce manque de compétition? Vous savez, les 5 opérateurs que nous avons n'ont pas les mêmes forces. Et peut-être ce n'est pas forcément que de leur faute. Vous savez, il faut fixer les règles avant le début du jeu. Et dans chaque pays, lorsque on veut permettre à un opérateur de s'installer, on lui donne un cahier de charges qui doit contenir les conditions. Ils ont eu les cahiers de charges, mais il n'y a pas eu assez de rigueur dans ce que nous avons demandé dès le départ de faire. Il fallait mettre les contraintes et vérifier à chaque niveau. C'est la faute au gouvernement? Quand on est un opérateur, quand même on ne doit pas attendre que le gouvernement soit derrière vous avant de donner de bons services, avant d'investir, avant de faire des rénovations sur votre réseau. Cela est d'autant plus vrai qu'il y a un contrat qui a été signé avant l'acquisition même de, comment on appelle ça, de l'agrément pour pouvoir opérer. Il y a un cahier de charges. Absolument. Donc apparemment, ce n'est pas tellement respecté. Si il ne s'est pas respecté. Il faut dire, la chose ne s'est pas respectée. En termes de couverture du territoire, quand un opérateur vient, par défaut, il ne choisit pas les zones à couvrir. Il doit couvrir l'entièreté du territoire. Aujourd'hui, le constat, c'est que les opérateurs choisissent les zones rentables et nous laissent plein
de zones blanches, ce qui n'est pas normal. C'est pas respecté, on n'a pas sanctionné non plus. Bon, on n'a pas bien sanctionné. On n'est pas allé à chaque fois jusqu'au bout, parce que c'est un processus. Est-ce qu'on ne voit pas beaucoup plus l'État dans un certain laxisme, parce que ça devrait être tout de même le gendarme pour les contraindre au respect du cahier de charge, vous parlez de processus. Est-ce que véritablement la faute n'est pas à l'État que vous représentez? Non, la faute n'est pas à l'État. Mais ce qu'on va dire de manière substantielle, c'est que le constat, on a besoin d'être derrière ces opérateurs-là. On ne peut pas s'asseoir et leur faire confiance. Parce que l'État, en donnant le cahier de charge, même s'il respectait au moins ce cahier de charge, on n'allait pas avoir cette situation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un déficit fonctionnel au niveau des institutions qui encadrent l'activité des GSF au Bénin, notamment, je vais interroger là l'efficacité du rôle de l'autorité de régulation dans notre pays. Au fond, est-ce que ce n'est pas à l'autorité de régulation de faire le gendarme, de réguler justement, donc de faire le gendarme, mais la situation est telle qu'il a fallu que ce soit vous qui montiez au créneau? C'est une question qu'on se pose. Non, il faut dire que tout le monde y travaille, hein. Tout le monde y travaille. L'ARCEP aussi travaille beaucoup avec les opérateurs. Nous aussi, nous travaillons beaucoup. Ce n'est pas seulement ce qu'on montre à la télé, mais c'est un travail au quotidien parce que vous savez que le secteur des télécoms doit servir de socle à l'économie numérique. On ne peut pas dans un pays aspirer à avoir une économie numérique sans avoir un secteur des télécoms dynamique, fonctionnel. Donc, dans ce cadre, nous allons dire qu'il y a une part de responsabilité qui nous revient en tant qu'État. Mais c'est en termes d'infrastructures. Parlons des infrastructures. Des fournisseurs d'accès Internet approchés nous ont confié, au fond, ont trouvé une excuse, vous me direz si elle est fondée, dans la défaillance de l'infrastructure principale, c'est-à-dire la fibre optique. Vous, tout à l'heure, dans votre propos liminaire, vous nous avez laissé entendre qu'au fond, c'est une infrastructure qui n'est pas utilisée de manière optimale. Où est la vérité? Elle est obsolète, elle n'est pas à la hauteur des ambitions annoncées par les opérateurs. Qu'est-ce qui se passe en fait? Elle n'est pas du tout obsolète. Nous avons 2 câbles sous-marins au Bénin. Le premier câble sous-marin, le SAT3, est utilisé aujourd'hui à peine à 50% et le deuxième câble sous-marin, ACE, est utilisé à peine à 10%. Mais pourquoi? Parce que il y a un travail qui doit se faire pour que les populations puissent véritablement utiliser ces capacités-là et avoir le haut débit. Il y a un travail à faire de la part des opérateurs, des fournisseurs d'accès Internet, des opérateurs GSM et de l'État aussi. C'est pour ça que nous avons commencé les réformes par ce secteur-là. Et nous avons commencer notre réforme au niveau de la mise en place des infrastructures. Parce que nous ne pouvons pas... Voilà. Je voudrais reprendre la question de mon confrère Ozias pour mieux comprendre et permettre aux citoyens de bien vous suivre également. À vous entendre, chacun travaille, l'ARCEP, le gouvernement, chacun travaille avec ses moyens de bord. Où est-ce que le bas blesse? Les moyens de bord sont-ils à la hauteur de vos ambitions, à la hauteur des enjeux du numérique? Merci. On va dire que là, il y a un travail. Au niveau de l'ARCEP, ce n'est pas la compétence qui manque, mais les outils manquent. Il faut dire que moi, je viens par exemple de TELUS Télécommunications du Canada. Quand je rentre dans la salle de supervision, mais je vois tous les réseaux présents en temps réel. Et lorsqu'il y a une panne, c'est en même temps qu'on voit et on traque. On rappelle les opérateurs à l'ordre. Il faut qu'on puisse véritablement arriver à ce point. Et pour le faire, il faut que l'ARCEP aussi puisse véritablement s'équiper
à la hauteur de ce que le chef de l'État veut dans ce pays, la qualité de service que nous voulons offrir aux populations, on ne peut pas seulement s'asseoir et faire confiance aux opérateurs pour dire « donnez-nous cette qualité de service ». Ça, il ne faut pas se leurrer. Il faudra mieux équiper l'ARCEP. Absolument. Qui dit ARCEP, sans doute dit également l'État, Madame le ministre, parce que c'est quand même un organe mis en place qui est sous la tutelle de votre ministère. On parlera sans doute également de l'État. Les ambitions sont certes affichées. Une fois encore, est-ce que cela ne vous incombe pas? Mais l'autre préoccupation qui m'intéresse, c'est on sait que pour investir dans les opérateurs économiques, les réseaux GSM, c'est beaucoup de milliards de francs CFA. Vous avez dit les opérateurs, vous constatez qu'ils n'ont pas forcément la capacité. Est-ce que l'État ne devrait pas s'investir davantage pour les aider, je ne sais pas, pour mobiliser davantage les fonds, en fait, d'améliorer, disons, la qualité des services aux citoyens? Vous avez parfaitement raison. De ce point de vue, certains incriminent la politique de taxation, qu'ils trouvent un peu prohibitive pour leur permettre d'avoir des marges pour investir. Alors, pour vous permettre de bien voir notre stratégie, parce que nous évoluons de manière coordonnée et ordonnée. Nous avons prévu faire rapidement plusieurs réformes. 6 réformes et 6 projets phares pour donner aux populations la qualité de service que nous avons prévue, que nous souhaitons. Alors, les réformes les plus importantes, nous avons commencé la réforme sur la taxation. Pourquoi? Parce que lorsque, à notre arrivée, nous avons rencontré les opérateurs GSM, tout de suite, les premières choses que je leur ai dites, j'ai dit, il faut des offres innovantes, il faut des forfaits illimités. Je viens de Montréal où, ça là, c'est un minimum. Le haut débit, vous êtes dans des consortiums de câbles sous-marins, vous avez des ressources en or et vous ne les utilisez pas. Vous les laissez et les populations utilisent Internet comme si c'était un luxe. Ça, on va casser tout ça, on va arranger. Qu'est-ce que les opérateurs ont dit? Les opérateurs ont dit qu'ils n'arrivent pas à investir parce qu'il y a trop de taxes. On a fait le point au chef de l'État, il nous a demandé ce qu'il faut. Nous avons discuté avec les opérateurs, nous avons fait le point. Le chef de l'État a dit il faut leur accorder ce qu'il faut. Donc, nous avons entamé la première réforme qui nous a permis de baisser les taxes. On est passé de 20% de leur chiffre d'affaires qu'ils avaient globalement comme taxes à aujourd'hui, on va dire 15%, 10%, plus 3% pour le service universel et 2% pour l'aménagement numérique. Donc, on va dire c'est la première réforme qui a été faite pour les soulager, pour leur permettre d'investir, pour donner le service qu'il faut. Parce qu'il faut des équipements de nouvelle génération pour donner ces services-là que nous avons vus ailleurs et que nous allons implémenter. Ça, il n'y a rien à faire. Autrement dit, le gouvernement leur offre la possibilité de mieux satisfaire les consommateurs. Avez-vous l'impression qu'ils vous ont suivi? Il y a plusieurs choses. Ils n'ont pas le choix que de suivre. Seulement, ce n'est pas visible. Parce qu'il faut voir les offres, il faut avoir la capacité, la possibilité de vérifier la tarification, combien ils ont pris pour la voir, combien ils ont pris pour la donner, etc. Et ne même pas se fier à ce qu'ils disent. Tout ça là, on a mis ça en marche. Les équipements vont arriver, mais on demande les résultats, on fait des tests, on demande des résultats, on leur demande aussi ce qu'on veut qu'ils nous envoient à l'ARCEP, au ministère, et on regarde. On regarde comment est-ce qu'ils tassent. Mais le plus important, on leur a demandé maintenant de suspendre, il y a beaucoup d'offres. On a dit dans un premier temps, ça c'était en février-mars, on a dit il faut suspendre toutes les offres. Pourquoi? C'est un processus assez long parce que c'est un domaine assez technique. Chaque chose, on doit vérifier et on sait le vérifier. On ne laisse pas les opérateurs seuls le faire. Aujourd'hui, on les laisse vérifier, mais on suit. On suit une partie. Quelle est la partie que nous suivons?
nous avons demandé de suspendre toutes les offres. Pourquoi? On a dit, les utilisateurs, les populations ne comprennent pas ce que vous offrez. Et ça, ce n'est pas acceptable. Vous suspendez toutes les offres et vous faites 3 choses. Première chose, comme d'habitude, avant de lancer une offre, vous présentez ça à l'ARCEP pour validation. Et pour que l'ARCEP puisse valider l'offre, vous devez expliquer, vous devez envoyer l'explication et passer sur les antennes, expliquer l'offre aux utilisateurs, aux abonnés. Et vous devez surtout et surtout donner comment est-ce que l'utilisateur final vérifie sa consommation. Sinon, vous ne lancez pas l'offre. Qu'est-ce qui a été dit? Vous avez eu l'impression qu'ils n'ont pas tout lancé. Parce que lorsque, à l'application, nous avons constaté qu'il y a des offres qui profitent aux utilisateurs finaux, aux populations. Et c'est sur ces offres-là que les opérateurs sont pressés de suspendre. On a dit non. Vous avez déjà pris, pour certains, c'est du prépayé, vous avez pris, non. On va laisser certaines offres venir jusqu'à terme pour que ceux qui... la population puisse en bénéficier largement. Mais dorénavant, aucune offre ne sera lancée s'il n'y a pas ces 3 éléments-là. Et il y a plusieurs opérateurs qui ont commencé maintenant à expliquer. On a dit, avant de lancer une offre, il faut expliquer. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons au Bénin plusieurs opérateurs qui sont là depuis et qui sont passés de la norme 2G à 3G, voire 4G. Donc, c'est beaucoup de changements à la fois. Une préoccupation d'abord sur cette question. Est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est vérifié, disons, ces migrations, comme on dit? On passe de 2G à 3G à 4G. Or, la France, qui, par exemple, expérimente le numéro depuis des années, il y a quelques mois juste, le pays est passé à 4G. On se pose la question, est-ce que les 4G qu'on présente au Bénin sont véritablement des changements effectifs? Ou bien c'est juste du leurre? Non, c'est pas du leurre. C'est pas du leurre. On ne peut pas. Les Béninois ne vont même pas aujourd'hui. Nous sommes dans un village planétaire. On sait tout ce qui est lancé ailleurs. Les Béninois ne peuvent pas consommer que du 2G. Vous voulez consommer du haut débit, vous ne pouvez pas rester sur les commutations de circuits ou anciens où, bon, vous et moi, on est sur un circuit jusqu'à fini. Non, vous voulez en même temps avoir des données, vous voulez avoir de l'Internet à haut débit, ça, c'est pas du 2G. Donc, c'est vrai, c'est pas du leurre. Mais ça ne se ressent pas, disons, dans la qualité de la communication. Et même quand vous prenez vos téléphones portables, malgré le changement dont on parle, les téléphones continuent à afficher, par exemple, 3G. Il n'y a pas 4G qui s'affiche, par exemple, sur le téléphone Android, ou je ne sais quoi, que nous avons. Il n'y a pas que 4G partout. Il n'y a pas que... Il y a les opérateurs aujourd'hui, pour la plupart, il y en a du 2G dedans. Il y a du 3G. Il n'y a aucun opérateur avec seulement 4G au Bénin. Pas encore. Il faudra harmoniser tout ça? Ce sera progressif. Parce que c'est là que toute la différence va se faire. En termes de qualité de service, et en termes de coût, lorsque nous allons finaliser d'ici quelques mois, je crois qu'il y a certains petits plus qu'il faut rajouter pour laisser vraiment le choix à l'utilisateur pour choisir son réseau. Si on rajoute la portabilité des numéros, si votre numéro que vous avez aujourd'hui, vous y tenez, et c'est pour ça que vous ne voulez pas quitter un opérateur, alors avec ça, vous pouvez garder votre numéro, mais choisir le réseau qui vous donne plus de satisfaction. Donc, il y a de petites réformes que nous allons rajouter, mais pour être à la hauteur des autres pays. Je voudrais revenir, vous permettez, sur les offres des opérateurs de téléphonie mobile. À vous entendre, vous avez travaillé avec eux. Ils devraient suspendre certaines offres sur le terrain. On remarque le contraire. Est-ce qu'il y a, je voudrais vous poser une question en 2 séquences. D'abord, est-ce qu'il y a un mécanisme de contrôle à ce niveau, au niveau des offres? Bien sûr. Il y a un mécanisme de contrôle pour savoir si... Oui, l'ARCEP vérifie
Les offres qui sont en cours. En cours. Oui. Pourtant, les plaintes les plus répétées, c'est relativement justement à ces offres que certains consommateurs estiment un peu trop complexes, ce qui ne leur permet pas de pouvoir savoir, comprendre réellement cette offre, à quoi est-ce que ça rime, combien est-ce que ça me revient. Et on semble voir de plus en plus un fourre-tout. Les utilisateurs ont raison. Moi-même, je vis ça au quotidien et je les interpelle. Mais il faut pouvoir expliquer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les opérateurs, ils lancent surtout et souvent des offres ou des forfaits journaliers. Balance des offres alléchantes, oui, vous avez, je ne sais pas, 50 minutes de voir, vous avez 10 mégas, le tout à 1000 francs ou je ne sais quoi. Moi, je ne prends pas souvent ça. Bon, les utilisateurs doivent prendre... Vous êtes très averti. Non, je regarde bien. Je regarde bien et quand je finis de faire mon appel, je regarde combien ça m'a coûté. Parce que pour travailler, pour les populations, il faut que je vive les mêmes choses. Et c'est ce que je fais au quotidien. Je charge mes crédits et je contrôle bien. Des fois, j'ai mon assistant qui il rit un peu quand il me voit. Je dis, ben, ça a coûté combien ils ont facturé, par exemple. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces forfaits-là, c'est des forfaits journaliers pour la plupart. Et on dit tout ça là, c'est beau. Et quand l'abonné regarde, il voit que mais c'est intéressant, il souscrit. Et pour lui, ça doit rester jusqu'à 3 jours. Il a 50 minutes, par exemple, ça doit rester 3 jours, une semaine, et il va consommer à petits coups. Mais à 23h59, même quand il n'a rien consommé, on rafle tout. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, les forfaits. Oui, mais la faute ici, ils n'ont pas le droit de vendre ça comme ça. Ils doivent expliquer. Et les abonnés doivent souscrire en toute connaissance de cause. Ils doivent souscrire, ils doivent comprendre que si je prends ça, si j'utilise ou je n'utilise pas, aujourd'hui, puisque c'est 24 heures, le soir, ça doit disparaître. Et ils crient, ils disent ça. Et puis là, quand j'entends ça, je dis, ils ont raison. Les abonnés ont raison. Et j'interpelle les opérateurs, je dis, il faut aller expliquer. Très bien, il faut expliquer. Il y a comme un déficit de communication pour l'obligation de transparence vis-à-vis des clients. Cela est d'autant plus impératif qu'il s'adresse à une majorité de populations analphabètes qui ne maîtrisent pas forcément les notices ou les notes qui accompagnent les forfaits qui sont livrés en français. Les analphabètes ne maîtrisent pas ça. Mais il n'y a pas que les analphabètes, il y a les sachants. Il y a des développeurs d'applications, par exemple, des gens qui veulent aller vers proposer du commerce, de l'e-commerce, nous convertir à l'e-commerce et d'autres faire des applications de télémédecine et autres, l'enseignement, le e-learning. Ils attendent de voir les grandes promesses faites sur la base de la fibre optique dont on dispose. Mais quelle est l'effectivité de la capacité de cette fibre optique? Notre collègue Samuel Adimi a enquêté. On va suivre également un autre son de cloche pour voir ce dont ressort réellement l'état de nos fibres optiques. Et si Internet à haut débit était enfin une réalité au Bénin? Les Béninois en rêvent et le gouvernement du Nouveau Départ, lui, veut se donner les moyens de le concrétiser. Internet à haut débit, pour l'heure, l'état des lieux est peu reluisant. Internet au Bénin, à l'heure où on parle, ne se porte pas bien. Dans le sens où, effectivement, la couverture que nous devrions avoir, la distribution que nous devrions avoir ne s'étale pas sur toute l'étendue du territoire. Les niches, parce qu'il y a des niches qui sont intéressantes, comme Cotonou, le Grand Cotonou, on a l'Internet, en fait. On a quand même l'accès à Internet. Même si parfois on n'a pas le haut débit, on a quand même l'accès à Internet. Le Bénin, en termes d'accessibilité à l'international, possède 2 câbles sous-marins. Donc on ne connaîtra plus de coupure en termes d'isolement du pays par rapport à l'international. Donc cette infrastructure relie le Bénin à l'international. Donc quand vous voulez avoir accès à Internet, évidemment tout le trafic passe par ce câble sous-marin. Ensuite, nous avons une infrastructure nationale pour transporter ces capacités de la mer vers les villes, vers les populations, Cotonou, etc. Lorsqu'on regarde de façon globale aujourd'hui, on voit que l'ensemble du pays n'est pas couvert en infrastructure haut débit, fibre optique nationale.
Ce tableau peu flatteur de la cartographie numérique du Bénin, les usagers d'Internet le ressentent au quotidien. Le taux de pénétration de haut débit au Bénin, c'est inférieur à 5%. Ce qui dit haut débit dit au moins débit minimum de 2 mégas, c'est inférieur à 5%. Donc il y a estimé entre 2000 et 5000 entreprises qui attendent le haut débit. Il y a les universités, l'éducation qui attendent le haut débit. Si nous voulons que le haut débit qui commence à 2 mégabits soit une réalité demain c'est 2017-2018, il va falloir travailler sur le modèle de coût. Dans son programme d'action pour le quinquennat 2016-2021, le gouvernement travaille à inverser la donne. En clair, il s'agit de renforcer les infrastructures existantes pour interconnecter les communes et les relier aux câbles sous-marins ACE et SAT3. Le programme PDI-UDT s'y attelle déjà. Ça, c'est vraiment la partie backbone. Ce backbone doit être renforcé dans le sens où, effectivement, si je suis à Karimama, logiquement, et que par hasard, à Dassa, puisque bon, ça va de Cotonou jusqu'au nord, en fait, à Dassa, il y a une coupure d'un câble fibre optique, il faudrait quand même que j'ai ce service Internet, même si je suis à Karimama. De la même manière que celui de Cotonou, celui qui habite Cotonou est aussi. Mais quand on a juste le backbone, c'est qu'on a juste un point d'entrée dans chaque commune. Okay. Il y a un autre projet, ouais, parce qu'en fait, en mettant en œuvre la partie Est, c'est qu'on relie effectivement les communes qui sont à l'Est du Bénin, d'accord, quand tu as le Pobé, etc. Le fait de le faire permet effectivement de relier 67 communes, 77 communes, d'accord. Donc il faut aussi une partie Ouest pour permettre réellement que toutes les communes du Bénin soient connectées. L'autre volet de ce programme prend en compte la boucle ouest du pays afin d'installer des points d'entrée de la fibre optique dans les communes situées à l'ouest du pays. Passé cette étape, la distribution à travers un câblage fibre permettra un vaste déploiement dans chaque commune afin de connecter administration, entreprise, puis enfin les utilisateurs finaux. Quand on a fini la couverture effectivement physique, comme on dit, ça c'est juste le point d'accès. Il faut les services. Et ça, nous avons effectivement l'ABETIC, qui est notre, au niveau du, je dirais entre guillemets, le système d'information du gouvernement, qui devrait permettre le raccordement des administrations, de toutes les administrations dans toutes les communes. Je pense qu'effectivement, on commencera par les principales administrations, qui sont les ministères, d'accord, et les ministères, la partie déconcentrée, et on irait graduellement dans toutes les communes, jusqu'aux mairies, jusqu'aux hôpitaux, jusqu'aux écoles. À terme, c'est près de 2450 km de fibre optique qui sont déployés dans les 77 communes du pays. Le timing pour le faire est plutôt bien calibré. La partie déploiement au sein des communes devrait se faire entre 2017 et 2020. Donc théoriquement, je pense que l'impact sera déjà conséquent. Dès 2019, on sentira vraiment quelque chose, aussi bien au nord qu'au sud, en fait, dans toutes les régions. Pour Internet à haut débit au Bénin, le maillage du territoire est amorcé, la fibre optique se déploie et les Béninois ressentiront l'impact d'un monde hyper connecté à l'horizon 2019. L'enquête de Samuel Ademi apporte des éléments qui sont un peu en phase avec le diagnostic que vous avez mené. Il y a une sous-utilisation de la fibre optique. Un opérateur FAI, fournisseur d'accès à Internet, parle de 5%. Il y a aussi la question du déploiement. Il y a au moins 2500 km de fibre à déployer. Voilà la situation. Vous avez beaucoup de travail à faire. On finit l'état des lieux avec deux questions à poser par mes confrères. Oui, Madame le ministre, on sait que les associations des consommateurs interviennent également pour apporter les préoccupations, disons, des consommateurs. On peut savoir un peu la collaboration que vous avez. Je veux parler de votre ministère avec ces différentes associations. Nous collaborons avec les associations des consommateurs, mais pas toutes, parce que de manière vraiment substantielle, c'est avec l'ARCEP, l'autorité de régulation, que ces associations-là travaillent. Et elles apportent beaucoup en termes d'information, en termes de feedback, parce que l'ARCEP les utilise pour pouvoir avoir la réalité de ce qui se passe au sein des populations. Mais vu l'envergure des plaintes, nous avons, il y a quelques mois, commencé à les appeler aussi, et elles ont commencé à nous reverser aussi des feedbacks.
C'est tant mieux parce que jusque-là, pour renforcer le dispositif. De ne pas avoir de l'écoute de la part de la puissance publique jusque-là. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, ce ne sont pas avec toutes les associations que nous travaillons. Ça va être progressif. Ça va être progressif. C'est compte tenu des enjeux, compte tenu des plaintes aussi, que nous avons commencé à nous pencher vers les associations des consommateurs au ministère. Sinon, elles étaient au niveau de l'ARCEP. Voilà. On travaille avec l'ARCEP. Oui. L'idée, naturellement, c'est de mieux informer les consommateurs et ces associations sont un peu comme leur porte-parole. Vous ne travaillez pas avec elles toutes. Est-ce que c'est parce qu'elles sont trop nombreuses, ces associations de consommateurs? Nous, au ministère, on a commencé de plus en plus à regarder, à sonder quelles sont les associations qui ont des préoccupations vraiment souvent. Parce que vous savez, des fois, vous recevez toute une liste de plaintes, vous interpellez les opérateurs et ils vous démontrent de A à Z, voilà les détails, voilà le consommateur, il a bien consommé son crédit, voilà il a passé d'appel, il a utilisé telle bande passante Internet, alors que lorsque vous recevez ces plaintes-là, des fois, on est vraiment remonté, on dit ce n'est pas possible et nous devons faire notre travail, nous devons les interpeller et nous avons renforcé aussi le dispositif. Il y a le numéro 131 que vous appelez et qui travaille 24 heures sur 24 au niveau... au ministère? À l'ARCEP. À l'ARCEP. Oui. Et chaque jour, vous avez le rapport du 131 qui dit voilà les plaintes reçues, voilà ce qui a été fait. Le 131, c'est... C'est le numéro gratuit de l'ARCEP que vous pouvez appeler s'il y a des soucis avec les services qu'on propose. Oui, si les opérateurs vous grugent, vous ne devez pas être grugé. Deux petites questions de curiosité avant qu'on change de sujet. Avant l'élément témoin, vous étiez en train de dire comment vous vérifiez un peu votre tarification. Vous achetez aussi des unités, Madame le ministre? On a eu souvent dit que vous bénéficiez quand même des forfaits de la part de CGSM. Je veux parler des autorités, en tout cas, qui siègent de façon au niveau du ministère de la Communication. Vous achetez aussi des unités? Bien sûr, en ce qui me concerne, vous pouvez vérifier, c'est avec plaisir. Que vous achetez? Oui, oui, parce que je sers les populations, je suis là pour les populations, donc je me mets dans les mêmes conditions que vous. C'est une manière vous pouvez vérifier. Pour mon confrère de s'assurer que la ministre achète des unités et non c'est fait en temps acheté par les opérateurs. Oh, la question à ce vice-là, en fait. Oui, parce qu'il y a souvent la question de complicité qui est souvent avancée par laissez tout ça de côté, faites nos confiances. On va faire le travail. Finissons rapidement, si vous permettez, Madame la ministre de l'État des lieux avec l'opérateur public Libercom. On n'en a pas parlé, elle a une présence désormais discrète au milieu des majors qui sont venus la supplanter alors qu'elle était là avant. Vous savez, nous avons annoncé la nécessité de dynamiser vraiment le secteur des télécoms. Au Bénin, il y a l'opérateur historique dont la privatisation a pris trop de temps, qui constitue vraiment un fardeau pour le secteur. Ça plombe, ça tire le secteur vers le bas. Donc nous avons entrepris aussi des réformes pouvant vraiment permettre au secteur d'aller de l'avant. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons l'opérateur historique Bénin Télécom SA qui a été scindé en 3 entités. Nous avons travaillé dessus au niveau du Conseil du numérique, au niveau du ministère, au niveau du gouvernement. Dans les prochaines semaines, nous allons encore expliquer ce que nous voulons faire. Mais je vais vous dire que nous allons arriver à 2 entités. Nous allons arriver à 2 entités pour permettre d'avoir des entités efficaces. Parce que l'État ne peut pas mettre toutes ces infrastructures et laisser ces infrastructures-là dormir pour que les populations n'utilisent pas véritablement. Nous allons positionner un opérateur d'infrastructure au Bénin. Et ça va se faire dans ce que nous avons prévu. On a fini presque de travailler sur ces aspects-là. Mais Bénin Télécom infrastructure aujourd'hui, et ça sera quelque chose de plus grand.
ce sera des infrastructures que nous mettons en place aujourd'hui. Tous les opérateurs du Bénin vont utiliser ces infrastructures-là pour donner le service. Vous savez, sur la liaison Cotonou-Parakou, aujourd'hui, on a déjà fait beaucoup de rénovations. On a implémenté déjà beaucoup de fibres. Et ça, ce n'est pas pour que l'opérateur public seul reste là, regarde, non. On va travailler sur les aspects tarifaires, mais l'objectif principal, c'est que ces infrastructures-là puissent servir à la population. Optimale. Donc, tous les opérateurs GSM vont utiliser, tous les opérateurs FAI vont utiliser, et nous allons trouver des mécanismes pour connecter toutes les zones. Libercom sera donc réformé pour plus d'efficacité, mais la réforme ne touche pas que Libercom, l'opérateur GSM public. C'est tout l'écosystème du numérique au Bénin qui sera réformé. Absolument. Avec beaucoup d'ambition. Vous avez annoncé des chantiers de réforme, de projets phares. Merci de les partager avec les Béninois pour nous faire rêver. Madame la ministre. Merci beaucoup. Comme je l'ai annoncé tantôt, nous avons démarré déjà, compte tenu de l'importance de ce que représentent les infrastructures dans une économie numérique, nous avons démarré déjà le projet de l'implémentation de l'Internet haut débit et très haut débit. Et ça passe par la mise en place des infrastructures. Et c'est ça, le projet de déploiement de la fibre optique que vous voyez. On avait dans le pays la fibre optique, mais avec une capacité de 2,5 gigas. Aujourd'hui, nous avons déjà porté cette capacité à 40 gigas. On a multiplié la capacité existante par 16. Et nous sommes en train de déployer la fibre. Déjà, à la date du 12 mai, c'est à peu près 600 km de fibre noire que nous avons déjà déployé. Et ça, on continue pour arriver au moins d'ici décembre à 2450 km. Et ça nous permet de ce premier projet que nous avons déjà lancé. Et c'est pour ça que vous voyez des tranchées un peu partout dans la ville et puis sur l'artère jusqu'à Parakou, à Lada, tout ça, vous allez voir, on est en train de mettre la fibre. Nous sommes en train de renforcer le réseau, de mettre la capacité nécessaire pour que ce que nous avons annoncé soit effectivement une réalité. Internet partout, c'est ce projet-là et c'est déjà en cours. Avant la fin de cette année? Oui. Avant la fin de cette année, nous allons avoir 67 communes sur les 77 connectées. Mais rassurez-vous, nous avons déjà presque bouclé le financement pour la boucle ouest, pour la prise en compte des 10 communes restantes. Parce que nous avons dit qu'il faut connecter les 77 communes à Internet. Ça, c'est un minimum. Est-ce que le projet est-il véritablement rationnel quand on sait que dans certaines contrées de notre pays, les gens n'ont pas forcément besoin d'utiliser Internet, alors que dans d'autres villes, on aurait plus besoin, disons, de la connexion beaucoup plus fiable pour l'utiliser. Est-ce que vouloir remplir forcément les 77 communes, c'est efficient? Est-ce que ce sera efficace, madame? Je vais vous répondre. Vous savez, au Bénin, notre gouvernement, nous avons déclaré Internet comme service universel. Donc, tout citoyen en a droit, où qu'il se trouve sur le territoire béninois. Nous avons prévu la mise en place au Bénin d'une administration intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les services que l'administration béninoise donne, la plupart de ces services, disons, ça sera fait via Internet. Je donne un exemple. Lorsque le projet SmartGov, qui est la mise en place de l'administration intelligente, sera terminé, les e-services, les pensions que vous prenez, que vous allez prendre, alors vous êtes jeune, donc que ce soit la pension, paiement des impôts, les pièces administratives, je veux retirer mon acte de naissance ou n'importe quelle pièce d'état civil. Si je suis citoyen de ce pays, où que je sois, je dois être en mesure
de demander ça par Internet. Voilà pourquoi nous devons, de manière uniforme, connecter les 77 communes sans exception. Et là, vous précédez l'énergie électrique qui n'est pas équitablement partout partagée au Bénin. Ça, c'est mon collègue de l'énergie qui travaille jour et nuit dessus et vous ne serez pas déçus. L'énergie sera même une réalité dans ces contrées-là plus rapidement que ce qu'on ne pense. Le très haut débit, suivant l'ambition du gouvernement, c'est à l'horizon 2021. Je voudrais savoir l'étape actuelle. Nous sommes à quel taux de couverture au plan national? Vous avez parlé de 67 communes. C'est quel débit? Haut débit, très haut débit déjà, ou c'est ce qu'on observe en ce moment, ce qu'on observe en termes de lenteur dans le débit de la connexion que nous recevons? Merci. Il y a deux choses. Le débit, la bande passante Internet internationale est disponible. Je l'ai expliqué sur les 2 câbles sous-marins, il y en a vraiment qu'il faut optimiser, utiliser. Le problème qu'il y a, ce sont les liaisons de déport, les liaisons de transport. Pour interconnecter ces localités-là à la station câble sous-marin, pour pouvoir utiliser la capacité. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 20% de taux de pénétration Internet au Bénin. C'est-à-dire de couverture? Oui, Internet, oui, 20%. Mais c'est un peu de mélange. Dans Cotonou, dans certaines parties, nous avons du haut débit, mais dans d'autres localités, nous avons Internet haut débit. Pas très haut débit encore, c'est du mélange. Mais à terme, ce sera du haut débit partout. Pour tous? Pour tous, on en a les moyens. Il faut utiliser la capacité. Aujourd'hui, nous n'avons pas de raison pour que les populations ne soient pas à l'aise en termes d'Internet haut débit. On n'a pas utilisé les capacités. Les 2 câbles sous-marins sont là, il faut les utiliser. Il faut bombarder le territoire et puis que les utilisateurs se sentent à l'aise. Et c'est ce que nous accompagnons. Ce qui a manqué aussi en termes d'infrastructure, c'est que ce que nous sommes en train de mettre aujourd'hui, il faut dire que ce sont des infrastructures qui coûtent vraiment. Donc, ce n'est pas évident que ce soit seulement les opérateurs, les fournisseurs d'accès à Internet qui mettent ces infrastructures essentielles-là de déport. Aujourd'hui, l'État est en train véritablement de jouer sa partition. Vous avez abordé justement le coût. Est-ce que, de façon globale, nous avons les moyens de cette politique-là? Vous savez, ça, c'est une décision politique. Le chef de l'État a choisi, a décidé d'offrir, de mettre l'Internet haut débit partout. Ça a un coût. Ça a un coût. Mais ce coût, il faut le dire, on ne peut pas laisser les opérateurs seuls faire face à ce coût. Ils sont limités financièrement? Oui, financièrement. Je vous donne un exemple. Le projet PDI 2T coûte 46 milliards. Et la boucle ouest, on a presque finalisé, c'est aussi beaucoup de milliards, sans compter tout ce qui... Et ça, ce sont les acteurs principaux, ça. Maintenant, le last mile pour aller connecter l'abonné chez lui, c'est encore d'autres dépenses. Et là, nous allons mettre en place une politique pour vraiment rendre ces liaisons de transport-là accessibles à tous. C'est-à-dire, c'est les coûts moins chers, même si c'est, je ne sais pas, offrant symbolique, ça c'est une décision. L'État ne veut pas, ce n'est pas à rentabiliser tout de suite. L'État va subventionner. Oui, c'est déjà subventionné. Oui, que l'État va consentir comme un acte souverain pour créer l'environnement technique favorable au développement des services numériques dont vous avez affiché l'ambition. Ambition pour développer également l'e-commerce, le commerce électronique, mais également développer des services électroniques en matière d'éducation et d'enseignement. De grands chantiers, est-ce que le seul développement de l'infrastructure y suffirait ou il faut
améliorer également l'environnement juridique. Quels sont les chantiers, les grands chantiers que vous avez envie, j'allais même presque dire le devoir de développer afin d'atteindre votre ambition? Il n'y a pas que les infrastructures. Les infrastructures vont nous permettre, en termes d'e-éducation, nous allons connecter à Internet toutes les universités pour que les étudiants puissent vraiment utiliser tout le potentiel. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes dans un village planétaire. Ce qui se passe en France, au Canada, les bibliothèques en ligne, il faut donner plus de possibilités à nos étudiants. Est-ce que vous avez affiché également l'ambition de développer des contenus? Bien sûr, bien sûr. Et de rationaliser et d'optimiser aussi les ressources. C'est-à-dire, dans les universités, si nous avons des professeurs éminents, compétents, par exemple à Cotonou ou à Parakou, qu'on puisse les utiliser partout. Et c'est avec les nouvelles technologies, avec le numérique, c'est possible. Nous allons interconnecter ces universités, non seulement entre elles, mais à Internet, et nous allons développer aussi des contenus. Et nous allons faire aussi des classes numériques. Il y a en termes de formation, en termes d'éducation, nous voulons commencer la formation très tôt pour inculquer la culture du numérique à nos jeunes pour que ils puissent utiliser ça comme outil pour aller de l'avant, pour booster, pour créer. Nous avons aussi les startups que nous accompagnons pour pouvoir leur permettre d'utiliser tout ce que nous mettons en termes de capacité Internet, en termes d'infrastructure. Nous avons des incubateurs de plus en plus aujourd'hui. J'allais vous poser la question parce qu'à la faveur de la semaine de l'Internet qui a été célébrée en grande pompe, vous en avez déniché certains des développeurs d'applications que vous avez même, dont vous avez récompensé les innovations, les inventions. Il faut, pour créer une masse critique, développer justement cette culture de la créativité, de l'innovation numérique, technologique, justement des incubateurs. Ça va être hébergé par quoi, par qui au Bénin? C'est la puissance publique qui crée? Non, nous avons beaucoup de partenariats et nous comptons beaucoup sur les privés pour nous accompagner dedans. Nous, en termes de formation, ce que nous avons commencé à faire, nous avons contacté plusieurs startups qui ont des solutions mais innovantes pour nourrir l'écosystème. Nous avons commencé aussi à parler avec les jeunes pour voir qu'est-ce qu'ils font. Il faut avouer, vraiment, nous avons des jeunes dans le domaine du numérique très talentueux. Il faut les booster, il faut les accompagner juste. Et que sont-ils devenus, ces trois que vous avez récompensés, à l'issue du concours qui avait été lancé parlant des applications? Que sont-ils devenus? Les trois travaillent toujours avec nous. Nous les accompagnons en termes d'espace, en termes de débit aussi, pour leur permettre de continuer à travailler. Parce que l'objectif, c'est que les solutions que ces startups-là développent, notre objectif, notre ambition, c'est que ces solutions puissent servir non seulement à alimenter l'écosystème béninois, apporter des solutions au plan national, mais surtout l'écosystème international. Parce que notre ambition, c'est d'être la plateforme de services numériques de toute l'Afrique de l'Ouest, et pourquoi pas de l'Afrique. Mais ça veut dire que nos solutions sont utilisables au-delà de nos frontières. Donc, les startups, lorsque nous trouvons que c'est des solutions innovantes, utiles, on dit, voilà, leur utilisation, on permet à ce que les populations puissent les utiliser, mais continuer, on dit, voilà, continuer à pouvoir donner plus d'envergure à ces solutions-là. Donc, nous travaillons avec eux. Il y a beaucoup de choses que nous faisons actuellement avec les startups. Vous me permettez de rebondir sur la question de Landry. Elle est d'autant plus importante, le suivi et l'accompagnement, le tutoring ou le tutorat de ces développeurs d'applications que vous dénichez. Leurs solutions, si elles sont intéressantes, elles peuvent servir la communauté. Il y en a même qui ont des solutions pour permettre à nos paysans, ce n'est pas des solutions extrêmement pour l'élite, pour leur permettre de développer davantage leurs activités et même de se connecter au marché urbain pour commercer facilement. Absolument.
qu'est-ce que vous faites une fois de développer l'application? Après, il faut Absolument. pouvoir les vendre. Absolument. Il faut donc créer un environnement incitatif pour amener des investisseurs à les accompagner et les développer. Absolument. Il y a une politique qui est prévue. Oui, vous allez voir dans les projets importants, les projets phares que nous avons lancés, vous avez le e-commerce. Ce n'est pas seulement le e-éducation, tout ça, le e-commerce. Parce que nous devons permettre, lorsque les solutions arrivent au fur et à mesure, de pouvoir les montrer, non seulement à nos populations, mais au-delà de nos frontières. Donc, nous avons des plateformes que nous allons commencer. Ça, nous n'avons pas commencé, on a travaillé dessus, mais on n'a pas encore commencé à mettre les artisans, les produits de nos startups dessus. Ça ne va pas tarder. Dans les prochaines semaines, je vais dire, il y a des plateformes qui seront mises en ligne pour que les startups puissent poster leurs solutions, vendre leurs solutions, proposer ça au-delà de nos frontières. Ça, il y a un travail intéressant qui se fait sur ce point. Je voudrais qu'on parle du e-commerce. C'est vrai qu'on a abordé là plusieurs projets phares en même temps. Le commerce électronique, est-ce que c'est du commerce électronique que vous voulez vraiment parler ou de l'e-business? Je voudrais comprendre. L'e-business qui est un peu plus global que l'e-commerce. C'est de l'e-business. L'e-business, oui, donc ça on dit e-commerce pour que, bon, tout le monde puisse comprendre de quoi, bon, c'est de l'e-business. Oui. Donc cela va au-delà de la production, de la promotion, de la commercialisation simple. Ça va au-delà. Est-ce qu'il y a alors, une idée de formation au métier du commerce électronique? Est-ce que le gouvernement travaille à faire une symbiose autour de cette question-là? Bien sûr. Il y a une formation que nous allons démarrer bientôt. Nous en avons fait déjà quelques-unes pour apprendre à nos artisans qui travaillent beaucoup à utiliser le numérique pour proposer, pour mettre en ligne. Quand vous produisez, il y a beaucoup de choses. Hein, nos artisans à divers niveaux, même les couturières, il y a beaucoup dans tous les secteurs. Je ne vais même pas citer les secteurs. Dans tous les secteurs, ce qui se produit aujourd'hui, nous sommes en train de former les artisans par lot. C'est ce que nous avons prévu, les former par lot, pour qu'eux, à leur tour, non seulement forment d'autres, mais puissent continuer à mettre en ligne, à changer. Avec le temps, c'est des équipes que nous allons faire, et avec le temps, ces équipes-là n'auront plus besoin de nous, du ministère, ou bien des incubateurs, où aujourd'hui, on essaie d'organiser ces incubateurs. Nous sommes allés même dans la planification un peu loin. J'étais par exemple à Kigali avec un maire. Nous avons prévu travailler au niveau des communes, de chaque commune, avec les maires pour dire, ben voilà, si vous pouvez organiser un incubateur dans votre commune pour adresser essentiellement les solutions urgentes dont votre commune a besoin. Parce que cette approche-là peut nous permettre d'aller plus rapidement. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Là-dessus, on n'a pas encore finalisé, mais on a commencé à contacter les maires, et c'est dans ce cadre que nous avons invité un maire à Kigali pour Transform Africa, pour voir comment ça se fait. Et nous-mêmes, nous allons lancer bientôt avec les opérateurs FAI, tous les opérateurs d'ailleurs, les privés, on va lancer la campagne Ville intelligente et Foyer intelligent pour vraiment connecter. Au fur et à mesure où les infrastructures seront disponibles, nous allons nous organiser pour les connecter, trouver les business models pour permettre d'aller vite. L'État impulse la politique, l'État encadre pour le moment. À terme, l'État va-t-il toujours continuer de garder le lead? Ou à terme, ça va être... Non, notre souhait, c'est que les privés prennent le lead.
Et pour que les privés s'investissent, soient attirés vers l'environnement numérique que vous créez au Bénin, il faut certes développer l'infrastructure, créer des incubateurs, mais il faut aussi créer un environnement fiscal, une politique de taxation incitative. Qu'est-ce qui va se faire? Pour avoir une économie numérique, il faut beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis toujours c'est un tout. Oui, c'est un tout. Et c'est pour cela que nous y allons avec beaucoup d'organisation, avec méthode. Il faut un système de taxation favorable aux investissements, ça c'est clair, et nous l'avons implémenté tout de suite pour les GSM. Ça, on a fait tout de suite. Ce sera fait pour les opérateurs FAI. Il faut aussi un arsenal juridique. Il faut rassurer les utilisateurs. Oui, les utilisateurs qui vont utiliser leur carte de crédit en ligne, il faut les rassurer. Il faut lutter contre la cybercriminalité. Il faut encadrer la cybersécurité pour dire, mais en toute confiance, utilisez votre carte en ligne. Si quelqu'un vous arnaque, voilà ce que dit la loi. Donc la réforme, il y a une réforme importante là-dessus. La loi portant code du numérique est actuellement en examen à l'Assemblée nationale. Ça fait 3 semaines de suite en cascade que je suis allée répondre chaque jour à nos honorables députés sur les questions. Ça va permettre vraiment de booster le secteur. Ça promet? Elle sera votée? Oui, c'est pas facile, c'est lourd, mais bon. Fait la navette, oui. Ah oui, les députés sont très exigeants et je suis d'accord. On essaie d'aller mollo. Ça va se faire. Madame le sujet, j'ai une question de vous. Vous avez reproché tout à l'heure aux opérateurs GSM que les offres sont donc abondantes, le concitoyen n'arrive donc pas à comprendre. Mais vous aussi, vous énumérez un flot de réformes que vous allez mettre en œuvre. Est-ce que le citoyen ou bien le consommateur ne va pas se perdre également devant toutes ces réformes dont vous parlez? Et puis le deuxième volet, vous allez faire tout cela avant la fin du quinquennat. Est-ce que le temps matériel est disponible pour vous? Bon, même si le chef de l'État veut aviser après. On a déjà commencé. Ce ne sont pas des réformes à faire, ce sont des réformes en cours. Et donc, ce sera une réalité. Il y a de ces réformes. Par exemple, on n'a que 6 réformes. Il n'y a pas beaucoup de réformes, il y a 6 réformes. Parmi les 6 réformes, il y a la réforme sur la taxation des GSM, c'est déjà passé. Il y a le code du numérique, c'est déjà là. En examen. Le secteur même des télécommunications, on vient de finir les nouveaux cahiers de charges parce qu'il faut dire les conditions. Quand un opérateur veut entreprendre son exercice sur votre territoire, il faut lui montrer vos conditions. Et nous allons dynamiser le secteur. Nous sommes en train de vouloir renouveler, par exemple, la licence Aglo, mais pas dans les mêmes conditions. On va dire oui, mais voilà les conditions. Voilà le nouveau cahier de charges. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, on a travaillé dessus, c'est finalisé, et c'est avec ça que nous allons faire la mise en conformité une fois que la loi sera votée à l'Assemblée. Parce que là, on sait dire au moins, même si, bon, rien n'est parfait, hein, mais on s'est dit, bon, on encadre, voilà, les faiblesses qu'il y a eu jusque-là dans le secteur, voilà, quelque peu, comment est-ce qu'on veut combler. Il y a forcément la TNT dont on va parler, Osias, mais avant, l'administration intelligente, à quoi va ressembler cette administration? Vous savez, ce sera une administration où les entités sont interconnectées entre elles, où les services offerts aux citoyens sont en ligne. Nous avons le portail des services aux citoyens. Nous aurons le portail aussi des services aux entreprises. Avec de l'open data, comme on dit, des données, des big data, des données consistantes, importantes, utilisables par l'ensemble des entreprises qui en ont besoin pour booster leur business. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu ailleurs qui fait booster l'économie.
Est-ce que vous annoncez là l'avènement d'une situation de performance administrative où le citoyen, avec une dématérialisation qui permettrait au citoyen, tout en restant chez lui, d'accéder à des services publics, on n'est pas obligé de se déplacer et peut-être d'être relancé N fois avant d'obtenir un service? Absolument. Pour un petit acte de naissance, parcourir des kilomètres, non, ça, non. Je crois que ça va changer. Vous avez commencé par nous annoncer une série de réformes déjà mises en œuvre avec des impacts. Vous avez parlé des petits cadeaux fiscaux qui ont été octroyés au GSM, du déploiement de la fibre optique pour atteindre le dernier kilomètre, le last mile, pour permettre aux citoyens situés au fin fond du Bénin d'accéder également aux services numériques par la fibre optique. En dehors de ça, quelles sont les autres réformes que vous avez enclenchées et qui produisent déjà du résultat? Vous savez, le secteur de l'économie numérique a besoin d'acteurs efficaces. Et au Bénin, il y a des segments qui sont restés sans répondant. Il y a une réforme importante, la mise en place d'acteurs efficaces. Si vous prenez par exemple dans ce secteur, vous n'avez pas d'opérateur d'offres véritablement de gros qui peut acheter les capacités, par exemple, de transport, revendre aux détaillants, ou peut acheter tel nombre, tel volume de communication sur un réseau et revendre, gérer le business à un certain niveau, non. On a les détaillants, on a ceux qui produisent et vendent directement au détail. Ça a vraiment manqué. Ces gros acheteurs-là, est-ce que ce sont les fournisseurs d'accès Internet, par exemple, ou à quel type d'opérateur vous faites allusion? Il n'y a pas que les FAI qui peuvent faire ce business. Il y a d'autres acteurs qui doivent venir. Il y a des startups qui doivent venir sur ce segment-là, parce que c'est un segment important qui va participer à l'écosystème. À l'économie d'échelle. Oui. Donc ça c'est l'un des chantiers que vous avez sans doute démarré, mais on annonce également des actions, une grande mobilisation financière d'environ 13 millions d'euros pour la construction d'un data center. Vous l'avez commencé, vous avez déjà eu le financement? Oui. Et à quoi va servir réellement le data center? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est effectivement quelque chose d'important dans l'écosystème. Quand on parle d'administration intelligente, on a un minimum d'un, deux, etc. de data center. Nous avons un projet avec la KfW qui doit coûter 13 millions d'euros, financé entièrement par la KfW, bouclé depuis, et ça devrait normalement, depuis le 15 avril passé, commencer. Mais au plus tard, à fin mai, nous devons commencer la construction du data center, et c'est quand même un data center qui sera certifié. Pas n'importe quoi. C'est un préalable technologique au développement de l'administration numérique dont vous Oui, parlez. de haut niveau, avec une sécurité haut niveau, avec des données vraiment utilisables de partout. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement avoir des données, non, permettre à tout le monde d'utiliser. Donc, on va créer les accès aux entreprises selon le besoin des entreprises, des profils, etc. C'est quelque chose qui sera très organisé. Et il y a déjà une équipe sur la construction du data center. Il y a un projet dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même important pour vous également, pour les citoyens et pour nous qui travaillons à la télévision. Il s'agit de la télévision numérique terrestre. Nous étions tous engagés à Genève en 2006 à pouvoir être au rendez-vous, engagés devant l'Union internationale des télécommunications. Nous n'étions pas au rendez-vous. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'échéance de juin sera-t-elle tenue? Merci. C'est effectivement un projet très important pour les Béninois. Depuis 2006,
Le pays s'est engagé, mais ça n'avait pas trop évolué. Il faut dire aujourd'hui, on a beaucoup évolué. Nous avons déjà signé le contrat avec le fournisseur qui doit construire le réseau. C'est StarTime. On a signé le contrat. L'opérateur chinois. L'opérateur chinois. On a signé le contrat. Ça, c'est devenu une réalité. Le contrat est signé. Les équipements sont attendus dans quelques semaines sur les sites. Les sites sont en cours de préparation en termes d'eau, énergie, clôture. Il y a les chantiers qui sont déjà ouverts pour que nous puissions véritablement cette année, d'ici août-septembre, au moins allumer notre premier émetteur numérique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'opérateurs qui se sont bousculés. Nous avons donc finalement opté pour la solution clé en main avec StarTime. C'est bien ça, c'est la solution clé en main. Avec tout fourni. Tout fourni. Est-ce que c'est une bonne option que de confier un outil de souveraineté à un opérateur international? Alors, attention, on va bien expliquer. Oui. Pour la TNT, ce que l'opérateur chinois est en train de faire, c'est la construction du réseau de collecte et de diffusion. Ce sont les Béninois eux-mêmes, au sein d'une société de diffusion, qui vont gérer. Et cette société de diffusion, qui sera majoritairement privée, sera composée des éditeurs de la place. Et puis, on peut, pour le savoir-faire, etc., on peut aussi avoir un partenaire stratégique dedans, mais c'est de manière substantielle, ce sont les Béninois même qui vont gérer. Ils vont gérer la télévision numérique au Bénin. On va juste construire le réseau. L'État est en train de mettre en place le réseau de collecte et de diffusion, mais ce n'est pas StarTime. C'est vrai, vous avez raison, dans d'autres pays. Comme le Sénégal. Comme le Sénégal, oui, c'est ça, effectivement. Un opérateur local a pris le marché. C'est vrai, c'est vrai. L'option du Bénin, c'est de mettre l'infrastructure à disposition pour améliorer les conditions de vie des populations, avoir la télévision numérique et maintenant laisser les acteurs du domaine, les acteurs intrinsèques de l'audiovisuel dans notre pays vraiment gérer cette infrastructure à bon escient avec la composition du multiplex, avec tout ce qu'il faut dans les règles de l'art. Vous avez dit on a avancé. Est-ce qu'on est déjà allé jusqu'à connaître le contenu du bouquet de la TNT béninoise? Est-ce que, par exemple, on aura des chaînes internationales dans notre bouquet? Absolument. C'est quand même quelque chose de très haut niveau. Ce qu'il faut dire, le minimum que le gouvernement a souhaité, c'est qu'il y ait un bouquet gratuit. Un bouquet gratuit parce que la télévision est aussi un service universel au Bénin. L'État va accompagner? L'État va accompagner. L'État va subventionner une partie des décodeurs, par exemple. Mais après ça, c'est vraiment la société de diffusion qui doit organiser. Parce qu'il y a une répartition de rôle, cette société va viser rentabilité. À quelle hauteur au Sénégal, de 25 000, ça devrait revenir aux consommateurs finaux à 10 000, l'État a subventionné à hauteur de 15 000 francs CFA. Chez nous, comment ça va se passer? Est-ce que c'est déjà chiffré? Non, pas encore. Il y a une équipe qui travaille dessus, mais ce que nous voulons faire, c'est de laisser le plus possible la société de diffusion qui doit gérer, nous faire des propositions. Et commencer, le chef de l'État a souhaité la mise en place de cette société pour prendre contact directement avec StarTime pour voir l'installation, participer dès à présent dans la mise en place, dans l'implémentation de ce réseau. L'effectivité, fin de cette année? Bien sûr, comme je l'ai dit, d'ici août-septembre, on doit pouvoir allumer le premier émetteur espérons enfin, parce numérique. que dans ce domaine, on a raté beaucoup d'échéances déjà
Madame Rafia Toumoro, on va peut-être abandonner, disons, momentanément la TNT. Vous êtes là depuis 1 an. De façon plus concrète, qu'avez-vous fait en direction de ces jeunes qui sont, disons, quand même le socle, disons, du ministère que vous occupez? Si on doit beaucoup développer Internet, ceux qui consomment, ce sont les jeunes. On sait que les universités ont produit des milliers de chômeurs par an. Qu'avez-vous fait concrètement à leur endroit depuis que vous êtes là en 1 an? Merci. Vous savez, nous avons prévu pour le secteur du numérique 90 000 emplois. Et ça, on garde ça en esprit. Pour ce faire, il faut être très ordonné. Il ne faut pas bâcler. C'est pour cela que nous avons commencé, pour les jeunes, nous avons commencé par la formation. La formation. Au niveau de l'ABETIC, l'Agence béninoise des technologies de l'information et de la communication, en 2016, par exemple, nous avons formé près de 400 jeunes dans les nouveaux métiers du numérique. Nous avons fait aussi du renforcement de capacités en ce qui concerne les employés de l'administration. Et surtout, pour pouvoir générer des emplois, nous avons plusieurs actions. Formation, dont je vous ai parlé, pour permettre une prise en main par eux-mêmes de ces jeunes. Nous avons prévu l'accompagnement des startups. On a déjà contacté plusieurs. Ça va se renforcer en termes d'accompagnement, en termes de formation aussi. Et quand je dis accompagnement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incubateurs au Bénin qui font déjà un travail formidable. Ce que nous avons prévu, et nous avons contacté, on a commencé des séances, renforcer les incubateurs et en rajouter. Si je prends par exemple l'incubateur de M. Sossou Ulrich, qui reçoit peut-être 100, 200, de manière organisée, par équipe, nous avons prévu, sur 12 mois, aller jusqu'à 2000. Nous avons invité aussi M. Sossou à Kigali pour voir, pour cette organisation que nous avons prévue ensemble, pour pouvoir générer des emplois. Avec une attention à l'endroit des jeunes filles. Absolument. Vous avez constaté que pour la première fois au Bénin, cette année 2017, nous avons célébré la journée internationale des jeunes filles dans les TIC. Il faut dire que c'est grâce au chef de l'État. L'objectif, c'est d'inciter leur accès au numérique. Absolument, parce que de plus en plus, on remarque, même au niveau international, quand nous avons reçu ici au Bénin le secrétaire général de l'UIT, M. Zao Oulin, et que nous avons rencontré ensemble le chef de l'État, il lui a dit que vraiment, il a constaté que nous faisons beaucoup de choses dans le pays, mais qu'il constate aussi au niveau international, est-ce que nous avons les mêmes problèmes? Il a constaté qu'il y a de moins en moins de femmes et qu'il a amorcé cette promotion au niveau de l'UIT. Et il nous a dit les actions par lesquelles il pense résorber cette crise. Donc, depuis, je crois, 5 ans, au niveau international, ils ont commencé à célébrer cette journée. Et le chef de l'État nous a dit, à partir de maintenant, nous célébrons aussi. Nous avons mis aussi en place un réseau de jeunes filles dans les TIC pour organiser des stages, pour renforcement de capacités. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font et nous gardons, n'est-ce pas, en esprit le besoin de générer des emplois. Nous avons annoncé dans le PAG que pour le numérique, c'est 90 000 emplois. Nous gardons ça en esprit et nous travaillons. Nous allons vous faire le point
au fur et à mesure. 90 000 emplois de création d'emplois pour les jeunes. Oui, direct et indirect. Au final, c'est vrai, c'est un objectif honorable, mais au final, dans le fauteuil du ministre de l'économie numérique que vous occupez, quel est l'objectif en termes d'impact sur le citoyen? Comment, quand vous mettez à la place du citoyen, comment vous voudriez qu'au bout de vos réformes et des projets phares, comment vous voulez qu'il ressente, le citoyen lambda, qu'il ressente toutes ces réformes, toutes ces ambitions qui sont annoncées? Merci, c'est important. Heureusement, nous sommes dans un secteur très technique où l'impact est mesurable. On ne peut pas parler pour parler. Oui, même si on dit, c'est vérifiable. Le citoyen lambda va nous noter, va vérifier. Donc, à terme, c'est que ce que nous avons souhaité vraiment soit une réalité. Transformer le Bénin en une plateforme de services numériques pour la croissance et l'inclusion d'ici 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, tous les secteurs, d'abord de l'économie, utilisent les nouvelles technologies pour booster leur secteur. En termes e-santé, la télémédecine, il faut qu'on utilise toutes les possibilités, aujourd'hui comme dans les autres pays, pour améliorer les conditions de vie. E-éducation, on en a parlé. E-commerce, on en a parlé. E-agriculture, nous sommes dans un pays où vraiment l'agriculture occupe une place de choix aujourd'hui. Il faut leur donner les outils numériques pour aller de l'avant. L'agriculteur qui a besoin de rester dans son village et de savoir via Internet, en fonction de la nature du sol qu'il a, quelles sont les cultures qu'il doit promouvoir, quelles sont ses priorités d'après ses réalités. Par le numérique, ça se fait ailleurs. On doit le faire ici. Même les bonnes dames qui vont avec leurs marchandises, tomates, tout ça, parce qu'elles n'ont pas vérifié. C'est des choses simples, mais qui ont beaucoup d'impact sur les populations. Elle n'a pas vérifié le prix de la tomate par Internet ou sur son portable. Elle n'a pas vérifié dans quel marché la demande est forte. Elle va là-bas, le prix n'est pas intéressant, la demande n'est pas forte, elle renverse tout, elle rentre. Non. Elle doit, par Internet, vérifier, utiliser le numérique pour vérifier les possibilités avant de sortir. Si ce jour-là, ce n'est pas le bon jour pour aller au marché, elle n'y va pas. Donc, à terme, le citoyen lambda doit s'approprier des outils que donne le numérique pour améliorer sa vie, pour améliorer son business, pour améliorer sa santé, pour améliorer tout ce qu'il fait, en un mot. Donc, c'est important. Que vous voyez la transformation de l'économie numérique au Bénin en 2021. Ah oui. Pour le citoyen lambda et pour les opérateurs. Une forte concentration d'opérateurs, d'entrepreneurs numériques, une amélioration de la capacité, de la qualité des services numériques fournis par les différents opérateurs. Vous savez, la spécificité du secteur du numérique, c'est que vous pouvez rester n'importe où et nourrir et alimenter l'écosystème. Lorsque vous avez des infrastructures, de l'Internet qui marche n'importe où et de bonne qualité, les citoyens de ce pays peuvent nourrir l'écosystème international sans aucun problème. Et c'est ça notre souci, notre objectif. C'est pour ça que nous accompagnons les jeunes. Comme on l'a dit, les solutions qui vont venir, ce n'est pas seulement pour le Bénin. Il faut leur donner plus de possibilités. C'est pour ça qu'on a dit la priorité e-commerce. Ceux qui font, on met en ligne. Celui qui a Tchoumi, il veut poster quelque chose, il poste. L'artisan, tout ce qu'il a pu produire, fabriquer. Si on est aux États-Unis, on veut acheter ça, mais nous sommes dans le numérique.
On n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'il est. Tout ça, on paye tout simplement. On veut donner cette capacité aux populations. La tarification, je parle des réseaux GSM, 1 franc la seconde. Est-ce que nous sommes les meilleurs dans la sous-région ou bien on peut mieux faire? Raphaël Toumoro. Il faut dire que dans la sous-région, c'est un tarif quand même raisonnable. Acceptable. Ça, il faut le dire. Sinon, ailleurs, on fait mieux que ça. Non, dans la sous-région, quand même, c'est bon. Mais puisque l'État béninois veut améliorer, nous avons dit, si il suffira de juste baisser les taxes pour qu'eux, ils baissent, ou on va le faire. C'est pour ça qu'on a baissé. Et dans les offres, vous devez remarquer. Et vous allez remarquer. Et comme on a expliqué, quand tout ça là va se mettre en musique, vous allez constater qu'il y a des choses qui se font au quotidien. Tout ce qu'il faut espérer, attendre de voir, c'est les annonces de transformation de la vie, du quotidien du citoyen ordinaire du Bénin à l'aune du développement de services numériques performants au Bénin et une économie numérique tenue par des entrepreneurs, des businessmen de l'économie numérique pour que le Bénin puisse se hisser enfin sur le toit du numérique en Afrique de l'Ouest tel que cela a été annoncé plusieurs fois par le passé, remis au goût du jour par le gouvernement de Talon. J'ai presque envie de dire, comme je le dis souvent aux ministres qui sont passés avant vous, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter, la réussite de cette ambition à l'horizon 2021. Merci d'être passé et merci à vous, chers confrères, d'avoir officié avec moi. Merci de nous faire confiance. On l'espère. On attend 2021 pour faire ensemble le bilan. Merci et à très vite. Merci beaucoup.